Bonjour et bienvenue dans ce 37e Quantum, le podcast de l'actualité quantique avec toujours Olivier Ezrati, le chercheur gratteur de news qui gratte partout dans le net pour essayer de trouver des infos. Bonjour Olivier. Salut Fanny, oui, je gratte, j'ai pas terminé. Tu creuses Mais non, toujours plus profond. c'est un puits sans fond, hein. C'est un puits sans fond. Et plus je creuse, plus je me noie. Mais bon, c'est toujours intéressant. Et puis donc moi-même, Fanny Bouton, qui essaye toujours d'évangéliser ce sujet et de faire que la mayonnaise prenne de plus en plus, en particulier dans le cloud. Je pourrais vous en dire un peu plus bientôt. Alors, les événements, c'est un petit peu plus calme, on va dire, Olivier, hein, mais il y en avait quand même. Et on commence avec la conférence européenne Quantum Ambition à Saclay, au CEA-IMSTN, le 21 février dernier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, c'était une conférence qui était organisée par les 3 organismes de recherche, hein, donc CEA, CNRS, INRIA, au titre de la présidence française de l'Union européenne, qui dure 6 mois. Hein, donc, c'est le prétexte pour que sur tous les sujets, il y ait des conférences pilotées par la France à l'échelle européenne. Et donc, le quantique n'y a pas échappé. Et bon, c'était une journée où il se trouve que je suis intervenu pour animer un panel, mais c'est une journée qui était assez intéressante parce qu'on pouvait y voir en gros pas mal de gens qui comptent à l'échelle européenne. Aussi bien des entrepreneurs comme John Goetz d'IQM, par exemple, des Mhm. chercheurs comme Anthony Leverrier d'INRIA, Eleni Diamanti, qu'on ne présente plus, qui nous a parlé de satellites et de cryptographie quantique, des chercheurs comme Fabio Scarino, que j'ai rencontré pour la première fois, qui est un des plus grands chercheurs en Europe, basé en Italie, qui travaille dans le domaine de la photonique, hein, qui fait ce qu'on appelle l'échantillonnage de bosons, un peu comme les Chinois. Il y avait aussi Tommaso Calarco, qui est le scientifique qui en gros coordonne le Quantum Flagship européen, Mhm. d'ailleurs, dont j'ai découvert qu'il avait changé de nom et qu'il avait changé de format. Ah, Ça, c'est la bureaucratie européenne qui évolue. Mais c'est plutôt pour le for the good, comme dirait l'autre, puisque le Quantum Flagship, en fait, il s'est noyé dans Europe Next, Europe 2020, disons, dans les programmes européens de financement de la recherche. Et visiblement, il est passé de 1 à 2 milliards d'euros discrètement. Et il y a régulièrement des nouveaux appels à projets qui sont gagnés ou pas. J'ai appris d'ailleurs aujourd'hui qu'un appel à projet a été gagné par la filière de Strasbourg sur les atomes froids, euh, mhm. piloté par Shannon Wilcock. Donc voilà. Alors, il y avait Alain Aspect qui était là, qui était le chair d'une des sessions, Philippe Grangier aussi. Bon, c'était bien. Et puis il y avait aussi un panel sur la formation qui était animé par Pascal Senelard, avec comme participants notamment Araceli Venegas Gomez de Cureca, qui est Mhm. une société espagnole qui s'investit beaucoup dans la formation. Et moi-même, donc j'animais un panel à la fin de la conférence avec 2 personnes que j'ai rencontrées, une troisième que je connaissais déjà. Donc celle que je connaissais, c'est Philippe Grangier, qui, dans le cadre de ce panel, exposait ce qui se passait au niveau régional en France, donc en Île-de-France, mais plus généralement en France. Et puis, il y avait 2 autres, en gros, scientifiques responsables d'autres pôles régionaux en Europe. D'un côté, Rainer Blatt, qui a la particularité d'être à la fois autrichien et allemand, et qui Mhm. actuellement coordonne le hub à Munich, mais qui par ailleurs est connu pour avoir créé en gros la filière des qubits à ions piégés en Autriche et avoir cofondé une startup qui s'appelle AQT, donc Alpine Quantum Technology, qui fait donc des qubits à base d'ions piégés. Et puis il y avait aussi Konrad Banachek, moins connu, mais qui est en Pologne et qui s'avère être aussi connu de pas mal de chercheurs en France parce que je crois qu'il coordonne un programme qui s'appelle Cantera, qui est un programme européen de financement de la recherche, un parmi d'autres, hein, il y en a beaucoup. Donc voilà, donc c'était intéressant parce que ça permettait, en tout cas pour moi, de comprendre un peu mieux comment fonctionnent les différents pays. Alors, le joke de ce panel, c'est que Rainer Blatt, quand il nous parle de Munich, bon, alors Munich, si tu veux, c'est la Bavière. La Bavière, c'est un des Länder allemands. Et il faut savoir que Ouais. le Länder a financé le plan quantique de la région à hauteur de 300 millions d'euros. Alors, quand tu vois ça, tu pleures parce que 300 millions d'euros, c'est 60% de l'incrémental national en France sur le plan quantique, quoi. Donc, et ça, c'est juste une région. Et d'ailleurs, justement, en discutant avec Rainer Blatt, j'ai découvert que le plan quantique allemand, bah, il est pas négligeable, hein. C'est un plan qui contient d'un côté 2 milliards d'euros qui ont été alloués en 2 étapes, mais en gros, c'est 2 milliards de fonds publics
qui vont en gros pour moitié à la recherche et pour moitié aux entreprises, pour faire simple, hein. Mais les entreprises contiennent des laboratoires de recherche publics comme DLR ou de l'EPTB, enfin disons ceux qui travaillent sur la standardisation, sur l'aérospatiale, sur les transports, qui récupèrent une partie de l'argent. Et là-dessus, il faut rajouter environ 700 millions d'euros des régions. Donc ça veut dire que le plan allemand, C'est un milliard. c'est 2,7 milliards d'euros d'incrémental. Sachant que nous, en France, en argent public, on est à 1 milliard, mais contenant un tiers d'existant. Donc ça permet de voir un peu les ratios entre l'Allemagne et la France. On a un plan français qui est correct, qui est bien, mais l'Allemagne, si on prend les ratios économiques, en gros, disons à périmètre égal, ils investissent 5 fois plus que nous, alors que les périmètres habituels dans la recherche, c'est plutôt 2 fois plus, quoi. Donc, ça crée un décalage, qui est d'ailleurs visible notamment dans les photons, ce qui énerve beaucoup Pascal Sanella, hein, sur les photons. Bah oui, parce que les photons, Elle aimerait bien. ils Ouais. récupèrent d'un wagon de dizaines de milliers de millions d'euros des financements, et c'est un peu énervant pour les Français qui ont moins de financement, quoi. Voilà, c'est une conférence intéressante pour, disons, découvrir l'écosystème européen. Un petit moyen de revoir certains des Bah, je panels sais pas, je ou... sais pas. L'agenda est Bon, en on ligne. mettra le lien de l'agenda, puis on Ouais, on verra, mettra on le lien. espère. Je n'ai pas vu encore les vidéos. Alors, la vidéo était streamée, hein. C'était gratuit, on pouvait s'inscrire comme vous voulez. Mais je n'ai pas été vérifié. Je notais effectivement de vérifier ça. Bon. On continue avec le PEPR Quantique qui a lancé opérationnellement le 4 mars, qui a été lancé le 4 mars. Il y avait entre autres les directeurs généraux du CNRS, du CEA, de l'INRIA. Pareil, est-ce que tu veux commenter un petit peu justement ce lancement? Oui, alors j'y étais pas parce que j'étais exceptionnellement en vacances cette semaine-là. Et c'était Truc un de dingue, tu événement. prends des vacances, hein, Voilà, mais ça, c'est c'est la pas première fois possible. depuis 15 ans que j'ai pris des vacances au mois de mars, donc c'est pas mal. Et donc, c'est un événement qui n'était pas énorme, hein, je crois qu'il y avait quelques dizaines de personnes, mais c'était un moyen de lancer formellement le PEPR, alors qui avait été annoncé officiellement par Frédéric Vidal le 22 septembre dernier à Grenoble, Mhm, rebelote en présence des 3 patrons des gros labos de recherche français. Et là, ils ont annoncé clairement la liste des projets qui avaient été validés dans le cadre de ce programme d'équipement prioritaire de recherche. Alors, le équipement veut dire que dans le programme, il y a des équipements, mais il n'y a pas que l'équipement. Il y a la recherche avec des thésards, des postdocs et du financement humain. Il n'y a pas que du financement de matériel. Et dans ce cadre-là, ils ont annoncé la liste des projets, qui sont des projets collaboratifs multilabos en général, qui ont été financés. Alors, je vais en faire la liste, hein, même si elle est facile à trouver en ligne, hein. Le premier projet, c'est un projet sur les qubits supraconducteurs. Ça tourne beaucoup autour des qubits de chat, hein, notamment ceux sur lesquels travaille INRIA, les mines de Paris et puis évidemment Alice Sandbohm. Et mhm. le projet s'appelle Robust SuperQ. Alors, ils ont des noms rigolos, hein, tous les projets, c'est assez marrant. Tu vas voir la suite, hein. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, c'est le développement de qubits et de capteurs à base d'atomes froids. Alors, je n'ai pas vu, mais je crois qu'il y a aussi un projet sur les qubits de silicium, hein, là-dedans, hein. Donc, il y en a un qui s'appelle Qubit AF pour les atomes froids, et il y en a un qui s'appelle Kafka. C'est un peu rigolo comme nom. Alors, c'est QAFCA, et pour faire des capteurs à base d'atomes froids. En gros, c'est la continuation des travaux de Mukans et de l'IOGS sur le domaine. Après, il y a 3 projets qui concernent les logiciels. Il y Mhm, en a un qui s'appelle NISQ2LSQ. Fondamentalement, c'est un projet qui consolide les efforts, notamment côté INRIA, sur la correction d'erreurs pour faire mhm. du large-scale quantum computing. Il y a un projet un peu macro qui s'appelle EPIC, qui concerne l'ingénierie logicielle. Je pense qu'il y a probablement INRIA et le liste du CEA au minimum dedans. Et puis, il y en a un autre qui s'appelle PQTLS qui concerne la cryptographie post-quantique. Et puis enfin, il y a deux, trois autres projets qui concernent plutôt les communications quantiques, qui sont aussi prises en compte. Il y en a un qui s'appelle DQKD, qui est sur la QKD, donc distribution de clés quantiques. Il y en a un qui s'appelle QMEMO, qui concerne les mémoires quantiques, dont on sait que c'est une technologie qui est fondamentale pour faire des réseaux de distribution de clés quantiques à grande échelle. Et puis, il y a un autre qui s'appelle QCOM Testbed. Là, c'est un nom peut-être moins bien choisi, mais qui correspond à une plateforme d'essai de technologies de communication quantique. Alors, en plus de tout ça, il y a un appel à projet qui a été lancé et pour lequel les répondants sont en train de travailler sur ce qu'on appelle les qubits volants. Je ne sais pas si on en a Mhm. déjà parlé la fois précédente, mais ça concerne surtout les qubits photons. Et donc, normalement, il va y avoir une filière de qubits photons qui va être financée dans ce cadre-là,
Et en tout cas, je l'espère pour eux et pour le sujet, parce que les qubits photons ont autant de raisons d'être que les qubits à base d'atomes froids, de silicium ou de supraconducteurs. C'est même un Les plan B. fameux, Non, mais c'est un plan B qui me semble important de conserver en France, parce que on sait que c'est très, très difficile de scaler avec le calcul quantique. Les problèmes de décohérence sont compliqués à gérer. Et les qubits photons, ils sont tellement différents des qubits dits solid state que il faut les garder en tête, quoi. Et puis, on en a besoin pour tout un tas de raisons au-delà du calcul quantique. bon, eh ben, écoute, on espère que ça va bien, bien se développer. Alors, un événement à Chicago, on traverse l'Atlantique avec beaucoup, beaucoup de chercheurs et de laboratoires français, entre autres. On avait, donc c'était l'APS, March Meeting. Alors, il y avait quoi? Il y avait Alexia Ofev, Maud Vinet, Tristan Meunier, Antoine Brouez. Il y avait beaucoup de beau monde là. Bah, beaucoup de gens qu'on connaît. Alors, il faut savoir que cette conférence, je pense que c'est la plus grande conférence de physique dans le monde. Euh, c'est l'association des physiciens, en fait, l'APS, qui organise sa conférence tous les ans, en mars. Ils appellent ça le March Meeting. Alors, quand tu entends March Meeting, tu as l'impression que c'est un petit hackathon dans un coin. Non, non, c'est un truc avec plus de 10 000 personnes. Alors, peut-être qu'il y avait moins de monde cette année parce qu'il y avait encore des reliquats du Covid, mais c'était la première fois qu'ils revenaient en piste après, je pense, 2 années off ou 2 années en visio, quoi. Et Mhm. donc, cette conférence, cette année, avait lieu moitié en réel et moitié à distance. Donc, il y avait en gros 60% des participants qui étaient en vrai, sur place, et des intervenants, et 40% qui étaient à distance, et y compris les intervenants. Donc, dans tous ceux que je t'ai cités, je sais qu'Alexia Ofev était intervenue à distance par une vidéo enregistrée. Maud Vinet y était, Tristan Meunier aussi. Zaki Lektas y était. Zaki Lektas, il a fait une présentation dont on parlera tout à l'heure concernant les qubits de Shah. Mhm. Et puis d'autres noms de gens qu'on connaît bien, Mazir Miraimi d'Idria, Benjamin Huard de Normal Supplion. Il y avait aussi Marie-Louise, alors des noms que je ne connais pas. Marie-Louise Sabounji, qui est de Sorbonne Université, Jérôme Dubail de l'Université de Lorraine, dont on ne parle pas beaucoup en général. Mhm. C'est pas loin que se trouve Nancy et Simon Perdry. Des chercheurs de l'Institut Néel que je ne connais pas encore, comme Clémence Winkelmann. Et d'ailleurs, il y avait aussi plein de chercheurs qui ne sont pas du tout du quantique, en fait. Parce que comme c'est l'association de physique, tu as des chercheurs qui font de la physique, de l'astronomie, qui viennent là aussi. Alors, je ne les cite pas parce qu'ils ne sont pas trop dans notre domaine. Mais Mhm. en gros, il y avait quand même quelques dizaines de Français qui intervenaient alors sur un casting de centaines d'intervenants, hein. Mais bon, il y avait quelques physiciens de bon niveau. En tout cas, voilà, Et un événement purement scientifique, oui, alors il y a dans eu des lequel il y choses avait intéressantes. du quantique Ouais, il y a eu des choses et une belle intéressantes. présence. Il y avait des choses intéressantes que j'ai pas eu le temps de décoder encore parce que les contenus, ils arrivent au compte-gouttes. Parfois, c'est juste des slides sur Twitter que tu récupères parce que c'est une conférence payante. Moi, j'étais pas inscrit. Intel, notamment, a communiqué sur plusieurs talks, quelques avancées sur leur qubit silicium. Mais c'était des talks qui étaient, j'aurais tendance à dire, très périphériques sur les qubits. Ils parlaient à la fois de leur sonde, qui est ce qu'on appelle un prober, qui est un système cryogénique qui permet de tester des qubits sur leur wafer. Et en fait, ils ont installé une sonde chez Intel, mais c'est la même que celle qui a été installée il y a un an au CEA ou Leti à Grenoble. Ils ont communiqué sur des histoires de matériaux, mais ils n'ont pas trop communiqué sur la qualité des qubits sur lesquels ils bossaient pour l'instant. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai vu. Je pense qu'il y avait probablement d'autres choses, mais il faudra probablement 2 mois pour décortiquer ce qui a été présenté dans cette conf, récupérer les papiers correspondants, récupérer, j'espère, à un moment donné, les vidéos, si elles sortent et qu'elles sont sur YouTube. Il y a énormément de matière à décortiquer. Il y a notamment beaucoup de matière dans ces conférences-là en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a une énorme tendance en ce moment sur la correction d'erreurs. La correction d'erreur, c'est le gros Ah schmilblick bah, dont on a besoin pour ouais. faire du calcul scalable dans le quantique. Mhm. Et on a d'un côté besoin d'avoir un grand nombre de qubits physiques, et ça, c'est compliqué à faire. Donc ça, c'est le problème des physiciens et de l'ingénierie. Et puis, d'un autre côté, on a besoin de correction d'erreur qui soit optimale, c'est-à-dire qui soit nécessite un nombre de qubits physiques aussi faible que possible. Ça, c'est Mhm. pour la correction d'erreur, on va dire, logicielle classique. Soit, et ça c'est une nouvelle tendance qu'il va falloir que je décortique bientôt, on fait ce qu'on appelle du quantum error mitigation, c'est-à-dire qu'on essaye
de modérer l'impact des erreurs dans le contexte de ce qu'on appelle le NISQ, c'est-à-dire les ordinateurs quantiques non corrigés. Donc, on essaye en gros de bidouiller les algos pour que, enfin, j'utilise un terme un peu barbare, mais bidouiller les algos pour que ça marchote et que ça apporte un avantage quantique potentiel dans le régime du NISQ. Voilà. Alors, toi aussi, tu es intervenu d'ailleurs Oui, oui, dans oui. une Alors conf. moi, j'étais au Future Proof Summit à Lille cette semaine et j'étais bien entourée aussi, hein. Donc, c'était au sujet de comment justement on allait pouvoir créer des licornes du quantique en Europe et puis comment est-ce qu'on allait faire avancer cette industrie du quantique sur l'Europe. Alors, j'animais ce panel qui avait été monté entre autres par Laure Lebars de SAP, qui, elle, est venue expliquer un petit peu ce que faisait Quick, comment ce consortium permettait de bien essayer d'agréger toutes ces structures en Europe. Et puis, il y avait aussi Olivier Tonneau de Cantonation, qui était là, lui, pour montrer toute l'importance de l'investissement européen, des startups qui étaient présentes et qui étaient financées et le marché potentiel. Et puis, il y avait aussi, du coup, Björn Potter de IQM, la startup, qui est venu un petit peu raconter la success story parce qu'eux, ils ont déjà levé beaucoup d'argent, ils se développent très bien. Et c'était intéressant d'ailleurs de voir comment Olivier Tonneau montrer que ce n'était pas les seuls, que ce n'était pas un cas isolé et on allait avoir beaucoup de belles levées de fonds dans les prochains mois. Après des séries A, des séries B, certaines arrivent en série C et je pense qu'on aura des annonces à faire dans ce podcast dans quelques semaines. Une bonne nouvelle en perspective. Mmh. D'accord. Donc voilà. Et puis, bah voilà, c'était un bel événement. Il y avait 1000 inscrits en physique. Je pense qu'on était un petit peu moins que prévu. En tout cas, l'après-midi, c'était beaucoup plus calme dans l'auditorium. Mais a priori, il y avait beaucoup de gens en ligne et j'espère qu'on aura bientôt le replay. Donc voilà. C'était donc organisé par Euratech, Euratechnologie à Lille. Et il y avait Alors, aussi un autre événement le 14 mars où j'intervenais avec Michel Lévy-Provençal, Charles Becbedé de Cantonation et Georges-Olivier Raymond de Pascal tout à fait. dans un C'était groupe en qui... cercle fermé. Ouais, c'est ça, c'est C'est BOMA. BOMA, c'est l'équipe de Michel qui organise des conférences qui ressemblent un peu à TEDx, hein, qui sont un peu la continuité. Et ils organisent des petites conférences comme ça régulièrement en soirée. On était quoi, une quarantaine à peu près, je crois, de personnes. ouais. Et c'était intéressant parce que ça durait 1 heure et demie. Il est rigolo, Michel, parce qu'il m'a demandé dans le cahier des charges de ne pas parler de science. Parler de l'ordinateur quantique, mais sans faire de science. Bon, on va parler un peu quand même de science parce que c'est dur d'expliquer où on en est sans évoquer ça un petit peu. Et d'ailleurs, c'est Charles qui s'y est mis aussi, Charles Becbedé de Cantonation qui s'y est mis un peu à sa façon. Mais non, c'était intéressant parce que Ouais, c'était pas mal on de pouvoir teste. expliquer ça pour une fois. Ouais, non, mais c'est marrant parce que Et pas c'est. parler que finance, justement. Donc, c'était Oui, bien. tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi de voir comment les uns les autres expliquent où est-ce qu'on en est d'un point de vue factuel. C'est pas évident parce que expliquer où on en est dans le calcul quantique alors que pour l'instant on n'a pas encore démontré un avantage quantique réellement avec des machines et la perspective qui s'ouvre, qui est soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme selon les avis, c'est intéressant de confronter un peu les différents avis. Donc, voilà. En tout cas, c'était marrant aussi de voir un investisseur éclairé bien scientifiquement sur le sujet dans lequel il investit, il met beaucoup de billes, parce qu'on peut dire que Charles est investi Oui, c'était marrant. Il y avait une petite sur passe le d'armes d'ailleurs sujet. intéressante sur Alice Bob, parce qu'à un moment donné, on a évoqué la fameuse levée de fonds de 27 millions d'euros d'Alice Bob. Et il se trouve Ouais. que Cantonation, eux, ils ont investi dans un projet qualifié de concurrent qui s'appelle Nord Quantique, qui est Mhm. issu de l'université de Sherbrooke, donc au Québec. Et Charles en a un petit peu parlé, quoi. Donc, c'est intéressant. Et Georges, évidemment, avec la simulation quantique à base d'atomes froids, il est en position de dire que il pourra apporter des solutions à plus court terme que ceux qui travaillent sur le calcul quantique à base de portes quantiques classiques, quoi. Mhm. On est revenu un peu là-dessus. Exactement.
Non, non, donc c'était intéressant aussi. Tu vois, moi qui baigne tout le temps là-dedans, voir des éclairages sous d'autres angles de temps en temps, ça fait du bien aussi. Alors, on va enchaîner la suite de cette émission sur le côté science et a priori, ça bouge du côté du benchmarking. On a réussi à comparer les choux et les carottes, Olivier? Ah bah pas encore, mais c'est un sujet stratégique parce que on avait vu là, il y Clairement. a fin 2020, Atos avait lancé le Q-Score, IBM avait lancé bien avant le Quantum Volume. Et c'est absolument incroyable le nombre d'initiatives dans le monde côté chercheurs, enfin chercheurs ou consortiums industriels, pour créer des benchmarks, aussi bien sur la puissance de calcul que sur d'autres caractéristiques. Il y en a aussi qui sont en train d'être créés sur les communications quantiques, sur les capteurs quantiques. Il y a vraiment plein d'initiatives. Alors, il y en a une qui m'a fait, qui m'a fait pas tiquer, mais c'est une initiative de la DARPA, Mhm. qui veut lancer un benchmark qu'ils appellent le SWAP, c'est rigolo comme nom, qui intègre en fait les notions de taille, de poids, d'usage et de puissance énergétique nécessaire. Alors ça fait un peu écho à l'initiative que Alexia Ofev lance sur l'énergétique du calcul quantique. Alors son initiative, d'ailleurs, elle a un nom maintenant qui est bien marketé, c'est QEI. Donc c'est Quantum Energy Initiative, donc il faut le retenir, QEI. Euh, donc, c'est intéressant de voir que ce sujet-là commence à prendre aux États-Unis, alors que jusqu'à présent, bon, on s'intéressait essentiellement à la puissance de calcul, mais pas trop aux contraintes matérielles et énergétiques du calcul. Et puis, il y a une autre initiative, parmi plein que dont je suis en train de faire l'inventaire pour mettre à jour mon livre, qui s'appelle Supermark. Alors, ce n'est pas Marc Kaplan, hein, c'est Marc avec un Q à la fin, et Scalable Quantum Benchmark Suite. Et c'est un projet qui a été lancé par l'Université de Chicago. Et en fait, ce n'est pas la seule initiative de ce genre-là, mais il y en a plein qui sont lancés, qui consistent en fait à créer des jeux de benchmark permettant de couvrir un large spectre d'algorithmes dont tu as besoin que tu peux utiliser dans le calcul quantique, et de s'assurer aussi que le benchmark puisse fonctionner dans le régime de l'avantage quantique. C'est-à-dire qu'il puisse marcher quand tu ne peux plus émuler le système sur un calculateur classique. Donc, il y a des réflexions là-dessus qui sont lancées. Donc, moi, ça me fait du pain sur la planche parce qu'il va falloir que je compile tout ça pour mettre à jour mon livre, parce que là, j'en suis au moins une quinzaine d'initiatives. Il y a I3E aussi, il y en a en Europe, il y a une consolidation des benchmarks faits en Europe. Enfin, ça tire dans tous les sens, en fait. C'est intéressant. Ça bouillonne, Oui, hein, c'est bien. Ça ça prouve qu'il y a bouillonne. qu'on essaye et qu'on ne laisse pas passer les choses. Alors, dans la catégorie review paper, ce mois-ci, tu n'en as sélectionné qu'un, mais autour des générateurs de nombres de calculs aléatoires. De nombre Euh, aléatoire, oui, oui. voilà, et donc c'est par Vesak Manalat, j'espère ne Oui, pas oui, oui, bah, je ne le connais pas, t'inquiète pas, je ne le connais écorcher pas. son nom. Donc voilà, donc c'est un papier qui est sorti le 1er mars 2022. En quoi il t'a interpellé ce papier? Bah, il m'interpelle parce que j'ai galéré l'année dernière pour rédiger 7 pages sur le sujet dans mon bouquin. Et je suis content parce que je vois un review paper à jour qui va me permettre de mettre à jour mon bouquin pour la prochaine édition. Et il faut savoir que la notion de générateur quantique de nombres aléatoires, c'est un sujet à part entière. Alors, Mhm, habituellement, on le place dans le cadre des com quantiques, mais en fait, mhm. ce n'est pas uniquement lié au com quantique. Effectivement, générer des nombres aléatoires, ça a des utilités aussi bien dans la cryptographie quantique que dans la cryptographie post-quantique et même dans les cryptographies classiques ou même dans les besoins de nombres aléatoires qu'on a dans la finance pour faire des simulations Exactement, Monte-Carlo. j'ai découvert ça. Voilà, ça peut servir pour les jeux de hasard, pour les casinos, pour la loterie. Donc en fait, plein d'industries, au-delà du quantique, ont besoin de nombres aléatoires, notamment qui sont réellement aléatoires et non déterministes. Et il se trouve que quand on creuse la technique qui permet de générer des nombres aléatoires non déterministes, bah, c'est compliqué. Même quand on regarde ce qui se passe du côté du quantique, il y a tout un tas de conditions complexes qu'il faut réunir pour générer des nombres vraiment aléatoires et non déterministes. Donc, c'est intéressant d'avoir D'ailleurs, un review paper sur le sujet, quoi. Ouais. nos amis de Candela, d'ailleurs, travaillent sur le sujet, hein. Tout à fait, ils travaillent là-dessus avec leur ordinateur quantique à base de photons. Et puis, il y a un autre papier qu'on peut classer ici, qui, lui, fait un inventaire de tous les protocoles de communication Internet quantique.
Donc, ça fait un deuxième papier. Il y en a beaucoup des review papers, hein. Moi, je regarde Archive tous les jours et régulièrement, il y en a. Bon, Et bah, là, ça, je te fais confiance ouais, bah, c'est pour pas regarder évident. tous les jours. C'est pas évident, mais il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Et c'est bien d'en faire l'inventaire pour ceux d'entre nous, ceux qui nous écoutent et qui ont un background scientifique, quoi. Exactement. Alors, on va continuer avec le sujet entreprise et une belle levée de fonds, hein, 25 millions d'euros. 27. Ouais. 27 millions de dollars, 25 millions d'euros. Ah non, pardon. Non, non, c'est 27 Non, millions non, c'est d'euros. 27 millions d'euros, tout à fait. Ouais. Ils ont dépassé Pascal qui avait fait 25 millions d'euros. En effet, c'est 30 millions de dollars. Pour Alice and Bob et leur qubit de chat. Et dans le même temps, ils ont sorti une publication sur la stabilité, leur fameux qubit de chat. Donc, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça, justement? Alors en fait, c'est assez curieux parce que le papier en question, ils ne l'ont pas encore publié. Ils ont publié un article sur leur site qui Non, fait mais ils l'ont référence annoncé, à… du coup, hein. Voilà, ils ont fait référence à un papier qui doit apparaître sur Archive, mais qui a été retardé, puisqu'il y a quelques modifs de dernière minute qui ont dû être faites, notamment par Zaki Lektas, qui en est l'auteur principal. Mhm. Alors, ce qui est intéressant, c'est que leur objet, hein, qui est une cavité qui stocke plusieurs photons piégés et qui est contrôlé par des qubits supra pour les entrées-sorties, en gros, il a affiché une stabilité record de 100 secondes. Et ça dépassait deux records. Le record précédent des 4 qubits était de 1 milliseconde, donc c'est quand même quelques ordres de grandeur de plus, hein, c'est pas mal. Et puis, les qubits supra classiques, hein, ceux d'IBM, Google, etc., leur record est également de 1 milliseconde en labo. C'est-à-dire que, par exemple, à Maryland University ou à Harvard, on est capable de faire des qubits qui sont stables pendant 1 milliseconde. Sachant que chez IBM, la durée de stabilité, c'est de l'ordre de 100 microsecondes, c'est-à-dire un dixième. Donc là, on passe à 100 secondes. Alors, c'est lié à quoi? C'est lié au fait que ces qubits sont directement corrigés avec ce qu'on appelle la correction d'erreur autonome au niveau de ce qu'on appelle l'erreur de flip, c'est-à-dire en gros Mhm. l'erreur entre 0 et 1. Ce que ça ne corrige pas encore, c'est l'erreur de phase. Et idéalement, un qubit logique corrigé, il doit corriger et l'erreur de flip et l'erreur de phase, et partant de là, par combinaison linéaire, ça corrige toutes les erreurs. Et, mais c'est quand même intéressant d'avoir cette stabilité. Alors, ils sont relativement prudents parce qu'il faut bien voir que l'expérience qu'ils ont faite à Normal, là-dessus, c'est une Mhm. expérience qui ne valide pas encore l'ensemble de l'architecture des qubits de chat, parce que pour que ça marche bien, il faudrait deux choses. Il faudrait que, ces qubits de chat soient aussi corrigés au niveau de la phase, et là, pour faire ça, il faut en avoir plusieurs, une trentaine à peu près. Et pour l'instant, ils n'en ont qu'entre 1 et 4, je crois, pour leur test. Ensuite, il faut vérifier que l'ensemble des moyens de contrôle de ces qubits permet de générer des états intriqués entre plusieurs qubits. Donc, ça, ce n'est pas encore fait. Donc, il y a encore du chemin. Dans le même temps, d'ailleurs, Microsoft a communiqué justement pendant la PS Meeting sur le revival des fermions de Majorana. Tu sais, on les avait enterrés l'année dernière parce que Léo Oui, Kouvenoven, ouais, parce que il Léo avait Kouvenoven, rétro-pédalé. ouais, Léo Kouvenoven a dû retirer un papier publié en 2018 dans Nature, après un expression of concern, etc. Donc, ça avait vraiment créé un trouble et ça avait donné l'impression que c'était foutu, quoi, pour les fermions de Majorana. Et il y en a même certains qui disaient, ça y est, Microsoft va abandonner. Alors moi, à l'époque, je crois qu'on en avait parlé dans nos podcasts, j'avais dit non, non, n'enterrez pas Microsoft aussi vite que ça, et ils sont persistants. Bon, au résultat des courses, un an plus tard, ils republient des papiers en disant ah, on a quand même trouvé un truc qui ressemble à des fermions de Majorana. Bon, alors évidemment, la com de Microsoft s'est emparée du sujet en disant ça y est, on a trouvé le chemin pour faire des qubits scalable. Une Bon, femme a trouvé, alors, je n'ai plus son nom en tête, ah mais oui, oui, oui. on appuie bien Oui, en sur plus, ce il que y les a une femmes femme. Bon, recherchent. il y C'est a aussi important. Christa Svor Non, qui travaille mais sur les algos chez eux. Mais oui, oui. Mais en fait, on est très, très loin. Je pense que le TRL des qubits de Microsoft est encore plus bas que ceux d'Alice Bob. C'est vraiment très, très bas, quoi. Bon. Bon, par ailleurs, justement, nos amis là, de Alice Bob et des labos associés, mhm. sous la houlette de Jérémy Guillot, ils ont publié un très beau papier de 75 pages. Donc, je vous invite à le lire pour me le résumer si vous avez le temps. Oui, c'est les notes d'un talk qui a été fait par Mazir Miraimi, je crois, au Ouche il y a 3 ans. Ils ont mis à jour et ils ont publié ça là, cette année, 75 pages qui expliquent de fond en comble le fonctionnement des qubits de chat. Donc c'est intéressant pour ceux qui veulent creuser la question.
Voilà. Bon. Eh bien, écoute, on arrive à notre dernier sujet. Peut-être qu'on arrivera à faire un quantum un peu plus court que d'habitude, si tu veux bien ne pas trop parler sur la fin. Un projet qui a un très joli nom, le projet Girafe de la Marine nationale, qui décide d'embarquer des gravimètres quantiques en lien avec l'ONERA et la start-up Mucans. C'est un projet piloté par la DGA depuis plusieurs années. Et tu veux détailler les types de capteurs Bah oui, il s'agit de capteurs à base d'atomes froids et qui sont censés rentrer en phase de déploiement. Alors, on est à la vitesse de l'armée et la vitesse d'un déploiement industriel compliqué, à savoir que ce que la DGA a prévu pour la Marine nationale, c'est d'embarquer d'abord un prototype en 2023 dans un navire, je ne sais pas lequel d'ailleurs, je n'ai pas noté, et au total, ultimement, 4 bâtiments de surface de la Marine nationale vont être équipés entre 2026 et 2027. Donc, c'est Écoute, après les JO de Paris. Voilà. c'est plutôt rapide, c'est quand même moins de 10 ans, sachant qu'ils Ah oui, peuvent aller non, jusqu'à 50 ans pour déployer certaines technos. On est pas mal. Hein, on est pas c'est mal. plus court que de faire un porte-avions, c'est sûr. Alors, les usages qui sont présentés sont intéressants parce qu'il s'agit de faire une cartographie de la gravité, etc. Je ne serais pas étonné qu'il y ait d'autres usages, mais bon. Parce que les gravimètres, ça permet de tester la détection de sous-marins. Donc, Bah oui. alors, je ne sais pas si ça marche. Je n'ai pas encore eu le temps de creuser. Je sais qu'il est possible de combiner plusieurs types de capteurs, dont ce type de capteur, pour détecter des sous-marins, notamment nucléaires. Donc, ça peut déstabiliser la dissuasion nucléaire. Et il est probable que les Américains soient intéressés par ça aussi. Ils regardent ce qui se passe, et des Russes et d'autres. Mais bon, c'est intéressant parce que Mucans, qui est quand même une start-up qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans, qui a été rachetée par XBlue, une autre société française, de voir qu'ils ont réussi à travailler avec la DGA, que ça va être déployé à partir de l'année prochaine. C'est intéressant, quoi. Ça montre que Ça montre que avance, quoi. côté métrologie quantique, en tout cas, l'armée s'active. On n'y est pas encore bien sur le C'est calcul, clair que la mais défense est un des domaines, c'est pas le seul, hein, puisqu'il y a la santé, l'industrie, etc. Mais la défense, c'est un des premiers marchés des capteurs quantiques. Il y a tellement de choses qui peuvent être faites, alors, plutôt dans le défensif et l'analytique. Hein, c'est pas pour faire des armes quantiques, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec des capteurs quantiques dans le domaine de la défense. Donc, c'est logique que la DGA s'intéresse à la question. c'est même une très bonne chose. Voilà. Donc, voilà les news. Bon, écoute, merci Olivier. Écoutez, c'était le 37e Quantum et on est toujours ravis d'essayer de vous amener tous les mois les news de l'actualité quantique. A priori, les prochains mois vont être encore bien chargés. Hein. On commence à voir, ça frémit sur certains domaines et on sera là pour vous raconter tout ça d'ici quelques semaines. À très vite Olivier. À la prochaine. Au revoir.